Chers confrères, honorables invités, je vous invite à prendre les places qui vous sont destinées. Nous avons notamment réservé des places pour tous les intervenants. Je passe la parole à notre président. Chers consoeurs, chers confrères, je suis heureux de vous saluer aujourd'hui. Nous avons une séance particulièrement intéressante consacrée à la Chine et l'Inde, rivales ou partenaires. Il s'agit des deux pays les plus peuplés du monde, de deux économies parmi les plus dynamiques du monde et de deux ambitions identitaires parmi les plus forte au monde, et je pense que cette séance sera absolument passionnante. Mais avant de commencer, je passe la parole au secrétaire perpétuel pour lire le procès-verbal de la séance précédente. Pour nos honorables invités, je précise qu'il est de tradition dans notre académie que nous fassions le compte-rendu de la séance précédente. C'est un rite. Et je vais donc procéder à cet exercice, sachant que ce compte-rendu doit recueillir l'assentiment de l'ensemble des membres de notre académie. Compte-rendu de la séance du 23 janvier 2026. Séance numéro 1, séance solennelle de rentrée 2026. Introduction. Christine Dessouche, présidente sortante, présente au second rang et que nous remercions pour son action tout au long de l'année précédente. Vœux du secrétaire perpétuel et minutes de silence en hommage aux académiciens décédés pendant les congés de Noël 2025 et en début d'année 2026. Seydou Madanissi, Anoussami David, Christian Mallet et René Groussard. Dominique Barjot, secrétaire perpétuel. Annonce des sièges ouverts au titre de l'année 2026, 8 sièges de membres titulaires, dont 3 sièges de membres libres et 3 sièges de membres correspondants, toujours par moi-même. Explication sur les contraintes budgétaires de l'Académie et annonce de l'ouverture des discussions relatives au renouvellement du contrat quinquennal avec l'État, toujours par moi-même. Lecture du projet verbal de la séance du 19 décembre 2025, par moi-même. Éloge de Philippe Taquet par Brigitte Senu, membre de la 4e section de l'Académie des sciences d'outre-mer. Transmission de présidence, allocution de Christine Dessouche, présidente sortante, communication de fin de mandat, allocution d'Olivier de Bernon, président entrant, communication de début de mandat. Communication d'Yves Saint-Jour, président de l'Institut Pasteur, l'Amérique latine aujourd'hui, Extrême-Occident ou Sud global. Échange avec la salle. La séance commençait à 15h, s'est achevée à 17h15 et a été suivie d'une coupe de champagne. Je vous remercie de votre attention et je passe donc la parole à notre président. Je vous remercie, Monsieur le Perpétuel. Pour présenter cette séance, je vais tout de suite donner la parole à notre confrère la séance, en quelque sorte, je l'ai présentée tout à l'heure. Je veux bien réitérer l'importance de cette séance consacrée aux deux puissances économiques les plus, démographiques en tout cas, les plus fortes au monde, et à des puissances économiques considérables. Et j'ajoute tout de même,
que cette séance s'inscrit de manière vraiment très très éminente et vraiment très très pertinente dans le cycle de la reconfiguration du monde, qui est le thème général de nos conférences au cours de l'année 2026. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole pour présenter nos intervenants. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères. Je remercie beaucoup, au nom de l'Académie, nos trois intervenants que je vais présenter à tour de rôle, en commençant par Jean-Marc Fenet. Cher Jean-Marc, tu vas nous parler de la relation bilatérale Inde-Chine entre partenariat et rivalité. Tu es agrégé en sciences économiques et sociales, ancien élève de l'ENA, et tu as effectué toute ta carrière au ministère de l'économie et des finances, à la direction générale des impôts d'abord, dont tu as été le directeur général, puis dans le réseau extérieur du Trésor, comme ministre conseiller pour les affaires économiques et financières de notre ambassade à Varsovie, avec juridiction sur les pays d'Europe centrale, puis ministre conseiller à New Delhi, avec compétences pour l'ensemble de l'Asie du Sud, et enfin ministre conseiller à Pékin, avec compétences pour Taïwan. Et tu fais partie et aussi la Mongolie, au moment où les relations bilatérales prenaient un tour beaucoup plus dynamique. Et tu fais partie du petit cercle des hauts fonctionnaires français qui connaissent aussi bien, pour y avoir vécu et servi, l'Inde que la Chine. Tu es conseiller du comité France-Chine du MEDEF et en même temps vice-président de l'Indian Business Club de France. Tu enseignes à l'ESSEC au sein de la nouvelle filière géopolitique et business, et tu enseignes aussi à l'école de guerre. Philippe Lecor, ensuite, nous parlera de l'Inde, acteur clé du monde multipolaire, Chine, États-Unis, Europe. Mon cher Philippe, tu es l'homme de plusieurs métiers, mais d'une passion, l'Asie. Tu as d'abord été pendant 10 ans le correspondant en Asie de RFI et du Point. Tu as été chercheur sur l'Asie à la Brookings Institution, à la Fondation Carnegie et à la Harvard Kennedy School. Tu es senior fellow pour la Chine de l'Asia Society de France. Tu as servi au ministère de la Défense, au cabinet de Madame Alliot-Marie, comme conseiller pour l'Asie, puis à la délégation aux affaires stratégiques. Tu as été directeur de Publicis pour l'Asie. Tu donnes à l'ESSEC un cours de géopolitique et d'études asiatiques, et tu es très engagé dans le partenariat entre le campus de l'ESSEC à Cergy et le campus de l'ESSEC à Singapour. Tu écris régulièrement des chroniques sur l'Asie et nous pouvons te lire régulièrement dans les Échos. Tu écris pour Ouest France et tu écris au Japon dans la revue économique Nikkei. Madame Isabelle Saint-Mézard, chère madame, vous êtes titulaire d'un doctorat en relations internationales de Sciences Po, professeure des universités à Paris 8, directrice adjointe de l'Institut français de géopolitique et chercheuse associée au Centre d'études asiatiques de l'IFRI. Vous avez été analyste, vous aussi, à la délégation aux affaires stratégiques, et vous avez beaucoup contribué à ancrer, à diffuser dans notre politique étrangère le concept d'Indo-Pacifique, repris par le gouvernement en 2018 dans le livre blanc intitulé « Stratégie française en Asie-Océanie à l'horizon 2030 ». Vous avez consacré à l'Indo-Pacifique beaucoup d'articles, vous avez contribué à plusieurs ouvrages collectifs, vous participez régulièrement à des colloques sur l'Indo-Pacifique, et je recommande votre livre de 2022, Géopolitique de l'Indo-Pacifique, qui fait référence. Vous nous parlerez de l'Inde et de la Chine dans l'Indo-Pacifique. Merci beaucoup. Merci, chers confrères. Une incertitude vient de se lever sur la participation de notre
très éminent et très cher confrère, Jean Dubois de Gaudusson, qui a le courage d'intervenir depuis son lit d'hôpital, car il s'est très gravement blessé, pour faire l'éloge de notre confrère Madani Sy, qu'il a très bien connu. Et donc, avec votre permission, si ça ne vous ennuie pas, je vais passer tout de suite la parole à Jean Dubois de Gaudusson, en le remerciant encore une fois infiniment de prendre sur lui et d'intervenir aujourd'hui, de prendre sur sa douleur. Bien. Bon, merci monsieur. Vous m'entendez? Merci monsieur le Président. Vous entendez? Et chers confrères, vous me pardonnerez de prendre la parole de Bordeaux, où je suis effectivement immobilisé pour des raisons accidentelles. Et ceci pour prononcer l'éloge du recteur Cédric Navici, membre de la 3e section de notre académie. Mais le sort, je vais dire le mauvais sort, en ce qui me concerne, fait bien les choses, puisque pour présenter M. Madanissi, il convient de partir de Bordeaux. Effectivement, après un passage à l'école des Chartes de Paris, c'est à Bordeaux qu'il commence sa carrière universitaire, tout au début de sa carrière universitaire, où il participait aux équipes d'agrégation qui étaient constituées dans le cadre du concours d'agrégation de droit public, et ces équipes travaillaient autour des candidats bordelais, et nous passions les nuits à travailler sur les sujets qui nous étaient proposés par un sujet, et Madanissi faisait partie de l'équipe, et c'est là que nous avons connu son caractère qui est fait de réserve, de rigueur intellectuelle, et peu bavard, c'est vrai, mais toujours présent lorsqu'il le fallait. À son tour, il sera agrégé de droit public en 1966, pardon. Et il deviendra là une figure majeure de l'État, des facultés de droit, de l'université, tant dans le domaine de la justice, de l'enseignement, et il le fera par des écrits qui sont connus, qui sont devenus des écrits qu'il faut lire lorsqu'on veut connaître, par exemple, le Sénégal, les régimes, écrivait-il, les régimes politiques sénégalais, de l'indépendance à l'alternance politique, 1960-2008. Qu'on juge de sa carrière par quelques repères chronologiques très rapides. Il est doyen de la faculté de droit, il est recteur sénégalais, on dit toujours le premier recteur sénégalais, pendant une quinzaine d'années, et il a attaché une grande importance à cette responsabilité. Il considérait qu'il s'agissait ici d'un moyen majeur pour permettre à l'université de Dakar de devenir, et c'était ces mots qu'il employait, une institution souveraine, capable de reproduire son propre savoir et de former ses propres élites. Et on dira d'ailleurs à son époque qu'il faisait partie de cette génération, dont il fut d'ailleurs un mentor, qui voulait la décolonisation du savoir, non pas par rupture, mais par l'excellence académique d'ailleurs qu'il incarnait. Puis, quittant le monde universitaire, il sera ministre de la Justice, garde des Sceaux, ambassadeur du Sénégal à Londres, de 1990 à 1993, conseiller du président Abdou Diouf, médiateur de la République, et toujours, tout au long de ces années, s'investissant dans la francophonie, dans le cadre de la mondialisation. Alors, les nombreux hommages qui sont rendus à ce moment, et au moment de sa mort, il y a peu de temps, témoignent d'une personnalité qui est respectée au Sénégal. Il réunissait un certain nombre de qualités, grand serviteur de l'État et des services publics au plus haut niveau. Il défendait, je retenais cette formule, il défendait une conception républicaine, légaliste et modérée du pouvoir, loin des excès partisans. Très belle formule qui pourrait être donnée à commenter à son époque et à l'époque actuelle. Il est aussi, et je me permettrai d'insister sur ce point-là, on ne peut pas quitter sa toge de juriste,
il était aussi un grand juriste. Un grand juriste qui connaissait le droit, mais aussi qui croyait profondément au droit. N'en venait-il pas d'ailleurs à confier au droit cette mission d'être un outil de construction nationale. Et il fera partie de cette génération des juristes sénégalais et des juristes d'ailleurs de l'Afrique francophone qui jouaient une influence réelle placée sous le signe de l'échange et de l'imagination. Il a existé, permettez-moi cette incise, il a existé des communautés de juristes dans cette Afrique francophone qui existent à peu près partout dans le monde, mais qui représentaient en Afrique, et notamment au Sénégal, une spécificité qui tient à leur forte implantation dans la vie politique de leur pays et dans les institutions qui structurent la société civile. Nous n'irons pas plus loin dans la présentation du doyen, je l'appelle recteur, car c'est là que nous nous sommes connus, mais du doyen Maladi-Si, pour dire simplement, et en guise de conclusion, que l'idée force du doyen a été précisément le rôle qu'il a attribué au droit. Et au droit dans la construction, je dis bien, des institutions. Il y avait une grande confiance dans les institutions. Alors, on peut se demander, le monde a évolué. Le monde a évolué et l'on a parfois, d'ailleurs forcé par les circonstances contemporaines, tendance à minimiser le rôle du droit aujourd'hui, à minimiser les vertus pacificatrices du droit et les vertus d'ailleurs démocratiques du droit, d'un certain droit, menacé qu'il est, tourmenté qu'il est par les approches machiavéliques, instrumentalistes, perverses de ce droit qui est utilisé à d'autres fins que ce pourquoi il était effectivement créé. Bien, je pense qu'aujourd'hui, le recteur Si nous confie un message, si je peux me permettre, toujours actuel, et peut-être plus que jamais, sur cette nécessaire réflexion sur, je dirais, sur l'essentiel, sur le droit, une réflexion qui doit se faire, et c'est pas toujours facile aujourd'hui, sans tabou. Et nous parlons souvent sans tabou, avec l'ouverture d'esprit et la rigueur intellectuelle qui a été la sienne. Qu'il en soit, permettez-moi de dire, remercié aujourd'hui plus que jamais. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire perpétuel. Je vous remercie infiniment, chers confrères, et je vais inviter la salle à respecter 1 minute de silence, en hommage à notre confrère, Madame Si. Chers confrères, je ne sais pas si vous êtes encore en ligne, mais je tiens à vous remercier avec chaleur de l'effort que vous avez fait, et je crois pouvoir, au nom de toute l'Académie, vous adresser nos vœux respectueux et affectueux de prompt rétablissement. Merci. J'invite maintenant le premier de nos communicants, M. Jean-Marc Fenet, à prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers amis, chers collègues, cher Daniel. Alors, pendant les minutes qui vont suivre, je vais vous parler de la relation bilatérale
entre l'Inde et la Chine. Mes collègues qui interviendront juste après élargiront la perspective, bien sûr, au-delà de cette stricte relation bilatérale. Je tiens à vous dire d'ores et déjà qu'effectivement, cette relation bilatérale est une relation qui a été assez mouvementée, qui demeure très mouvementée, avec un spectre très large qui est allé d'une certaine amitié ou une certaine proximité à une certaine époque, à un conflit armé, à des conflits armés particulièrement violents, et avec entre les deux des phases de glaciation et de timide dégel. Il semble que nous soyons d'ailleurs en ce moment dans une phase de timide dégel. J'aurai l'occasion d'y revenir. En tout cas, c'est évidemment quelque chose d'important dans la période que de regarder la situation et la relation entre ces deux grands géants. Le président l'a rappelé en ouverture, 1,4 milliard de personnes, un léger avantage à l'Inde qui a un dynamisme démographique plus important et une population beaucoup plus jeune, respectivement deuxième et probablement quatrième puissance économique mondiale. L'Inde soit passera à la 4e place au cours de l'année, soit peut-être y est déjà passé devant le Japon. Même si, on aura l'occasion d'y revenir, économiquement parlant, les deux ne jouent pas quand même tout à fait dans la même cour et dans la même ligue. C'est tout à fait clair. Alors, je vais essayer de ramasser mon propos autour de 3 idées. D'abord, rappeler les faits, parce qu'après tout, tout ça, on n'a pas forcément complètement en tête tout ce qui a été cette histoire mouvementée depuis la fin des années 40 entre ces deux géants asiatiques. D'abord, un rappel des faits assez rapide, et puis essayer de passer un petit peu de temps à s'interroger ensemble sur les racines de ces irritants et de cette relation quand même assez compliquée, et puis terminer en faisant un point de focus sur la situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui entre ces deux puissances en termes bilatéraux? Alors, tout d'abord les faits. Bon, on a deux grandes puissances asiatiques, alors qui certes sont des puissances historiques, dont l'histoire est multimillénaire, bien évidemment, mais qui dans leur phase moderne ont vu le jour dans leur phase républicaine, si j'ose dire, ou de pays modernes, à très peu de temps d'intervalle, le 15 août 1947 s'agissant de l'Inde, et le 1er octobre 1949 s'agissant de la République populaire de Chine, et avec en commun le fait de vouloir tirer un trait sur une période précédente qui était une période extrêmement sombre et compliquée, le colonialisme britannique et la partition qui a été une période sanglante, extrêmement douloureuse de l'indépendance indienne et de l'indépendance pakistanaise, et puis s'agissant de la Chine, de mettre fin à ce qu'on appelle en Chine le siècle de l'humiliation, qui commence à peu près au milieu du 19e siècle et qui se termine avec la création de la République populaire de Chine, et qui est donc cette période au cours de laquelle la Chine a été dominée, dépecée, dominée, enfin voilà. Et donc qui est extrêmement, cette période de ce siècle de l'humiliation, extrêmement présent aujourd'hui dans le discours chinois à peu près à tous les niveaux. Alors, tout ça partait, cette relation entre ces deux géants ne partait pas si mal que ça, puisqu'on peut dire que dans les années 50, c'est difficile de dire qu'il y a une certaine proximité entre l'Inde et la Chine, parce qu'il y a quand même un irritant qui arrive extrêmement rapidement, qui est l'annexion du Tibet par Mao Tse-tung en 1950, et l'Inde qui voyait cette région à sa frontière nord plutôt comme un tampon. On voit là quand même une première source de difficultés avec son voisin du nord, mais il se trouve quand même que, disons que ces deux pays partagent une certaine proximité avec l'Union soviétique à l'époque, une certaine conception, bon, on revisiterait sans doute aujourd'hui ce terme, du non-alignement qui débouche sur Bandung au milieu des années 50, même si rétrospectivement on peut s'interroger sur le degré d'alignement ou de non-alignement qu'avait à coup sûr la Chine à l'époque et peut-être également l'Inde. Mais en tout cas, cette période qui est une période sans doute où on retrouve parfois dans ce slogan en hindi qui est Hind, bye bye, c'est-à-dire l'Inde et les Indiens et les Chinois amis pour toujours en quelque sorte. Bon. Alors, tout ça cache quand même des irritants et des problèmes qui montent assez rapidement dans les années 50 et qui vont déboucher au début des années 1960, en 1962, par un conflit armé très violent, où l'armée chinoise attaque l'armée indienne dans l'Himalaya. Et avec un effet de surprise, bon,
les interlocuteurs indiens, quand j'étais à Delhi, me disaient que Nehru, le Premier ministre de l'époque, était resté prostré pendant plusieurs jours à l'idée que son ami Chou En-lai ait pu lui, en quelque sorte, lui donner un coup de poignard dans le dos de cette façon. Toujours est-il que, effectivement, l'armée chinoise bouscule complètement l'armée indienne et prend des positions qu'elle occupe toujours aujourd'hui dans deux parties. Alors, je ne sais pas si vous avez mentalement dans votre tête une carte de l'Himalaya et de la frontière entre l'Inde et la Chine. Vous avez sur la partie nord-ouest la région qu'on appelle le Ladakh, et dont une grande partie est occupée aujourd'hui par l'armée chinoise, qu'on appelle l'Aksai Chin, et donc une partie d'un lac, notamment un très beau lac tout en longueur, qui est coupé en deux et dont la Chine occupe une grande partie. C'est là qu'il y a eu des incidents extrêmement violents, d'ailleurs, il n'y a pas plus tard qu'en 2020, hein, quand même, donc c'est quand même encore assez récent. Et puis complètement de l'autre côté de la frontière, au-dessus du Bangladesh, donc de l'autre côté, du côté du nord-est, dans cette région qui, en Inde, est au nord d'un État indien qui s'appelle l'Arunachal Pradesh, et qui, pour les Chinois, est partie intégrante du territoire chinois. Juste petit rappel, les Britanniques, au début du XXe siècle, en 1914, tirent une ligne qu'on appelle la ligne McMahon, et qui est un peu la limite entre l'Empire britannique et puis ce qui est à peu près au nord. Et les Chinois n'ont jamais reconnu cette ligne McMahon, et aujourd'hui, la délimitation entre ce que les Chinois appellent le Zhangnan, c'est-à-dire le Tibet du Sud, et l'Arunachal Pradesh, qui est un État de l'Inde, n'est absolument pas défini, et les Chinois ne reconnaissent pas l'appartenance de cet État Arunachal Pradesh à la Fédération indienne. Bon. Et donc il y a des combats à ce moment-là, et l'armée chinoise prend un certain nombre de positions, et qu'elle occupe toujours, et il y a une ligne de cessez-le-feu qui est assez floue, qu'on appelle en anglais LAC, Line of Actual Control, qui se différencie de la ligne qui existe aussi par ailleurs avec le Pakistan. La région est assez mouvementée, vous voyez. Et donc, depuis ce moment-là, évidemment, les relations sont très très compliquées entre la Chine et l'Inde, et se retrouvera d'ailleurs dans plusieurs conflits armés. Il y a des incidents extrêmement violents qui ont lieu d'ailleurs quelques années plus tard, en 1967, du côté du Sikkim, cette fois, entre l'armée chinoise et l'armée indienne. Et puis même, en passant quelques étapes, j'y faisais allusion tout à l'heure, en 2020, donc il y a peu de temps, dans la vallée de Galvan, dans le Ladakh, effectivement des événements extrêmement violents, puisqu'une vingtaine de soldats indiens sont décédés lors de ces incidents, et qu'un nombre indéterminé, sans doute à peu près similaire, de soldats chinois sont également décédés. Bon, donc des incidents extrêmement violents, donc une relation vraiment aiguë, et qui s'ajoute au fait que l'Inde a également une histoire extrêmement mouvementée, mais ça chacun l'a bien en tête, avec son voisin pakistanais, et qu'au moins depuis le début des années 60, l'ombre chinoise plane au-dessus, évidemment, du Pakistan. Le Pakistan est devenu un allié très très important de la Chine. Et à chaque fois que l'Inde a été en conflit avec le Pakistan, et là, j'ose pas vous donner toute la liste parce qu'elle serait très longue, hein, évidemment, le dernier en date, c'est l'année dernière, au printemps dernier, vous l'avez sans doute encore en tête, des combats de quelques jours extrêmement violents entre l'Inde et le Pakistan, des combats aériens de très très grande ampleur, plusieurs centaines d'avions qui se sont affrontés dans le ciel entre l'Inde et le Pakistan. Et donc un soutien et une aide de la Chine au Pakistan qui n'a cessé de croître et dont tout laisse à penser qu'il a été extrêmement important au cours du printemps dernier, aussi bien en livraison d'armement qu'en renseignement satellitaire. En tout cas, un contentieux entre l'Inde et la Chine qui effectivement est quelque chose de très important. Alors ça, ce sont les faits. Bon, voilà, ils sont là, comme ça. Entre ces différentes périodes, on est allé de la période de glaciation, où là, les relations étaient extrêmement polaires. C'est ce qui a suivi, par exemple, les combats de 2020, où l'Inde a pris toute une série de mesures anti-chinoises, notamment en termes économiques, interdit les applications chinoises en Inde, TikTok, WeChat, interdit les investissements indiens en Inde, a pris une législation
qui soumet à autorisation spéciale la prise de participation de plus de 10% d'intérêt dans une entreprise indienne si elle provient d'un État qui a une frontière commune avec l'Inde. Et je peux vous assurer qu'ici, on ne parle pas du Népal, hein, on parle du grand voisin du Nord, bien évidemment. Donc, une période glaciaire, et puis à côté de ça, des périodes de détente un peu plus fortes, et celle que nous vivons à l'heure actuelle, qui a multiples raisons sur lesquelles je vais revenir. Donc ça, ce sont les faits. Alors, deuxième temps, on va essayer de s'interroger, mais qu'est-ce qui est un peu à l'origine de tout ça? Quelle est un peu la base, ou quelles sont les bases de cette rivalité entre les deux pays? Je viens d'y faire allusion, il y a d'abord beaucoup un contentieux territorial, extrêmement fort. Un contentieux territorial qui porte sur des régions, alors certes des régions qui sont souvent situées à plus de 6000 ou 7000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il faut savoir quand même que les combats, par exemple, qui ont eu lieu dans la vallée de Galvan il y a 5 ans, c'était des combats qui étaient à plus de 6000 mètres, hein, des combats extrêmement, dans des conditions extrêmement difficiles. Et un peu comme dans d'autres parties du monde, ce qui est important quand on se bat dans une région aussi montagneuse que l'Himalaya, ce qui est déterminant, c'est qui domine la crête. Et tout le sujet, c'est évidemment notamment la Chine qui a pris tout au long de ces dernières années des positions extrêmement fortes sur les crêtes et qui, on y reviendra tout à l'heure d'ailleurs, continue probablement chaque moment et chaque année à grignoter un petit peu de territoire indien au niveau ça soit au niveau aussi bien du Ladakh que de l'Arunachal Pradesh de l'autre côté dans le nord-est. Bon, donc il y a ce contentieux territorial, on ne peut pas le nier, il est extrêmement fort et on sait que le nationalisme des deux côtés, et notamment le nationalisme indien est extrêmement fort et que l'Inde étant également un pays démocratique avec une opposition, le gouvernement est régulièrement challengé par son opposition, une partie du Congrès à l'heure actuelle par exemple, qui souvent l'accuse de vendre les intérêts du pays ou de ne pas suffisamment défendre, etc. Donc il y a ce jeu partisan et ce jeu démocratique qui rajoute évidemment des choses. Bon, l'Inde, la Chine, de par son régime politique ne connaissant pas ce type d'aléas. Mais au-delà du contentieux territorial, il y a aussi quand même un petit peu autre chose. Je pense qu'il y a un certain sentiment, notamment du côté indien, j'ose pas dire un petit peu de paranoïa, mais enfin de se dire qu'il y a un sentiment d'encerclement, un petit peu. C'est-à-dire que l'environnement régional de l'Inde aujourd'hui est devenu très compliqué. L'Inde n'a pas que des amis autour d'elle, elle est même en train de les compter, et les compter sur le doigt d'une main il y a encore peu de temps, et maintenant il n'y en a vraiment plus beaucoup. Parce que la Chine a une position assez expansive en Asie, bien évidemment, qui elle-même a sa propre paranoïa d'ailleurs, hein. Elle s'estime elle-même encerclée par beaucoup d'aspects, mais l'Inde, la Chine a développé beaucoup d'intérêts, beaucoup de pays amis en Asie du Sud-Est, dans l'ASEAN, et même dans le sous-continent indien, avec notamment à travers l'initiative des routes de la soie, a développé de solides amitiés au Pakistan et a développé d'ailleurs des investissements massifs au Pakistan. La Chine a construit, terminé presque, un corridor qui part des hauteurs du Xinjiang et qui débouche sur la mer d'Arabie, le fameux CIPEC, qui est une sorte de grande, à la fois une autoroute, des pipes, une ligne de chemin de fer, en fait quelque chose qui part des hauteurs de 6 ou 8 000 mètres et qui débouche sur la mer d'Arabie, et a construit à partir de rien, un port à eau profonde qui s'appelle le port de Gwadar, qui est évidemment un port où les intérêts chinois aujourd'hui sont extrêmement forts et ce qui inquiète bien évidemment l'Inde, parce que quand vous avez une ligne de chemin de fer, une autoroute, etc., qui passe le long de la frontière indienne, évidemment, on peut se dire qu'un jour ça transporte des minerais et que ça pourrait potentiellement aussi transporter des troupes. Bon. Donc il y a un peu ce premier sentiment, il y a aussi du côté de l'environnement de l'Inde tout autour des intérêts chinois qui sont devenus très très importants au Sri Lanka par exemple. Hein, disons que dans le cadre de surendettement Sri Lankais, des relations compliquées qu'ils ont également avec la Chine a pris des intérêts très très forts dans un port qui est au sud de l'île, à Bantota, où elle a aujourd'hui des intérêts extrêmement forts. Elle possède une grande partie du port de Colombo. L'archipel des Maldives, qui est évidemment pas le plus stratégique, mais a changé de gouvernement et disons, penche un tout petit peu plus aujourd'hui sans doute du côté chinois. Le Népal, le Népal c'est tout un programme, enfin officiellement c'est le dernier
pays gouverné par un parti qui se nomme officiellement parti maoïste. Bon, il est surtout corrompu plus que maoïste, mais en tout cas, ça n'indique pas forcément une sympathie gigantesque envers l'Inde. Et puis surtout, dernier élément qui a été tout à fait majeur, il y a 2 ans, c'était le basculement du Bangladesh, qui était évidemment le dernier ami, si j'ose dire, de l'Inde dans la région. L'Inde qui a soutenu jusqu'au dernier moment Sheikh Hasina, la dirigeante historique extrêmement autoritaire de ce pays, qui a été balayée par la révolution. Et aujourd'hui, le Bangladesh regarde un petit peu plus du côté de la Chine, voire même ce qui choque beaucoup les Indiens qui sont intervenus pour l'indépendance du Bangladesh, voire même du côté du Pakistan. Bon, donc cet environnement n'est pas très favorable aujourd'hui à l'Inde, et l'Inde essaie de sortir de ce phénomène en élargissant ses perspectives, en étant un acteur présent également en Asie. Et il faut voir là aussi, par exemple, et en Asie et dans le sud global, son appartenance à de multiples enceintes qui vont des BRICS, dont l'un des membres fondateurs, c'est l'EI des BRICS, l'Inde, l'Organisation de sécurité de Shanghai, qui regroupe, outre l'Inde, la Russie et la Chine, mais également les pays d'Asie centrale, les anciennes républiques soviétiques, également le Pakistan d'ailleurs. Et puis le Quad, qui est plutôt l'alliance occidentale avec les États-Unis, avec le Japon et avec l'Australie. Donc une espèce de positionnement un petit peu tous azimuts, vers l'Est, vers l'Ouest, vers le Nord, et puis des coopérations qui sont en train de se développer. La plus spectaculaire, on pourra en reparler avec l'Union européenne, mais il y a aussi des partenariats stratégiques avec des grands pays européens, dont la France, depuis maintenant presque un quart de siècle, mais également des liens qui sont en train de se construire extrêmement forts avec les pays du Golfe ou avec Israël, par exemple, à travers une initiative que l'Inde a lancée quand elle a présidé son G20 à Delhi il y a 2 ans, qui s'appelle IMEC ou IMEC, une initiative, un corridor Moyen-Orient, Europe, Inde. Alors, ce sentiment voilà, d'enfermement, d'encerclement, en tout cas de sortir un petit peu de cette étreinte et de ce voisin chinois au nord qui est extrêmement pesant, extrêmement présent et qui commence à vouloir un petit peu, enfin que l'Inde considère un peu comme trop pressant. Et puis, je pense qu'il y a surtout un énorme déséquilibre économique. J'y faisais allusion tout à l'heure en disant qu'ils ne jouaient pas tout à fait dans la même ligue, même si démographiquement ce sont des puissances à peu près équivalentes, en termes économiques ce n'est pas du tout le cas. Et l'histoire n'a pas été la même entre les 2 pays, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'à la mort de Mao Tse-tung, en septembre 1976, le revenu par tête indien, le revenu par tête chinois, c'était presque la même chose, à peu près. Aujourd'hui c'est x5 ou x6 au bénéfice de la Chine. Il y a un écart gigantesque aujourd'hui entre un PIB indien qui doit être entre 3 500 milliards de dollars, un peu, presque 4 000, et puis un PIB chinois qui flirte avec les 19 000. Bon, donc un écart gigantesque qui ne joue pas complètement, même pas du tout dans la même ligue, même si les 2 pays ambitionnent de devenir, pour leur centenaire, donc régulièrement, respectivement en 2047 et 2049, des pays développés, des grandes puissances qui puissent jouer dans la cour des grands. Donc on a 2 pays qui ont des modèles complètement différents. On a une Chine qui misait sur l'export, sur l'investissement, sur l'industrie, assez peu sur sa consommation intérieure. C'est d'ailleurs un des sujets du moment, la déflation qui existe aujourd'hui à l'intérieur de la Chine. Et à l'inverse, une Inde dont le principal moteur de croissance reste sa consommation intérieure, qui est un pays extrêmement peu ouvert, malgré quelques accords de libre-échange ces temps-ci, et qui est un pays qui mise davantage, notamment pour ses exportations, sur le secteur des services, et notamment des secteurs de services informatiques, beaucoup plus que sur une industrie qui reste une industrie quand même encore un petit peu atrophiée, par rapport à ce que devrait être un grand émergent. Donc des structures économiques qui sont complètement différentes. Et à partir de ce détour, je reviens dans la relation indo-chinoise pour dire que si nous avons aujourd'hui ce timide dégel entre l'Inde et la Chine, je pense que ça correspond à l'intérêt bien compris des 2 pays, et donc c'est un dégel de raison, si j'ose dire, qui ne règle pas forcément les problèmes pour l'avenir. La Chine a intérêt, évidemment, avec son modèle fortement tourné vers l'exportation, ne peut pas ignorer un marché de 1,4 milliard d'habitants, une économie extrêmement dynamique, qui est entre 6,5 et 7,5% de croissance chaque année, qui est en train de devenir la 4e puissance mondiale. Il est bien évident que la Chine ne peut pas ignorer un pays comme celui-là. Et l'Inde, qui se méfie énormément de cette toute-puissance chinoise, de l'enseigne qu'ils ont même refusé d'adhérer il y a quelques années, à l'espèce d'immense marché commun
des pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est, qui s'appelle RCEP, enfin bon voilà, le SIC c'est pas très important, mais c'est quand même 30% de la population mondiale, 30% du PIB mondial, et l'Inde au dernier moment a refusé d'entrer dans ce marché commun extrêmement favorable du fait de la puissance de la Chine et du rôle de la Chine que la Chine occupe dans ce RCEP. Donc l'Inde essaie en ce moment de développer un modèle qui serait un modèle qui, voilà, comment dire, qui mise sur le développement, qui mise sur l'investissement étranger. Or, pour attirer les capitaux étrangers, pour prendre sa part de ce qu'on appelle aujourd'hui le China plus one, je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler du China plus one, c'est quoi? C'est que vu les tensions géopolitiques du moment, sans désinvestir en quoi que ce soit de la Chine, aucun grand opérateur, aucune grande société aujourd'hui ne souhaite désinvestir de la Chine, parce que ça reste la région où il faut être, mais on hésite à y mettre la dizaine de milliards de dollars supplémentaires qu'en d'autres temps on aurait investi de façon supplémentaire en Chine. Donc ce supplément d'investissement qu'il y a encore quelque temps on aurait mis en Chine, aujourd'hui on se dit on va le mettre un peu ailleurs. Et quels sont les candidats? Ça peut être le Vietnam, ça peut être la Thaïlande, la Malaisie, ça peut être l'Indonésie, ça peut être l'Inde. Et donc chacun essaie de prendre un morceau de ce China plus one et d'attirer en quelque sorte ces capitaux étrangers qui peuvent prendre leur part en Inde. Pour ça, il faut d'abord mettre l'accent, ce que fait l'Inde à l'heure actuelle, sur des infrastructures, parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas encore des infrastructures de classe mondiale, et je peux vous dire que par rapport à la Chine, on est vraiment très très loin du compte. Et puis, il faut aussi permettre aux investisseurs étrangers de venir avec leur écosystème. Et leur écosystème, c'est souvent un écosystème de sous-traitants chinois. Et donc, de vouloir barrer absolument l'entrée des entreprises chinoises en Inde était devenu contre-productif pour l'Inde, parce que ça coupait et ça pouvait dissuader certains investisseurs de venir. Je prendrai un seul exemple. L'Inde, aujourd'hui, produit une grande partie des iPhones d'Apple sur son territoire. Pour ça, elle a fait venir un assembleur taïwanais d'iPhone qui s'appelle Foxconn. Et Foxconn a la plus grande usine qu'il ait au monde. Elle est dans la ville de Suzhou, pardon, la capitale du Henan, ça ne me revient pas, peu importe, Zhongshan. Et une grande partie des capacités de cette ville ont été ramenées en Inde avec des autorités chinoises qui n'ont pas été très très bénévolentes et qui ont mis le plus d'obstacles possible pour empêcher ce transfert d'activité de l'Inde vers la Chine sur l'assemblage des téléphones. Donc en tout cas, il fallait absolument ouvrir cette situation. J'en arrive donc à la dernière pour mon dernier point, pour ne pas dépasser trop mon temps, c'est de dire la situation actuelle. La situation actuelle, c'est incontestablement une situation de dégel. Elle a été spectaculaire. On a vu le Premier ministre Modi serrer la main du président Xi Jinping à Tianjin pour la dernière rencontre de l'Organisation de sécurité de Shanghai. Il faut y voir effectivement un besoin et un alignement de planète qui fait que chacun a besoin, sans doute, à l'heure actuelle, d'avoir cette détente entre les deux pays. Je ne pense pas personnellement, mais là je n'engage que moi, que ce soit quelque chose qu'il faille surestimer. Je pense que l'Inde, à l'heure actuelle, est en train d'acheter du temps. Elle a tout à fait conscience du rapport de force qui lui est extrêmement défavorable aujourd'hui vis-à-vis de la Chine, que ce soit en termes économiques ou que ce soit d'ailleurs en termes militaires, tout simplement. Qu'est-ce que fait l'Inde à l'heure actuelle? L'Inde est en train de se lancer dans un programme d'armement absolument gigantesque. La ministre des Finances, Madame Sitharaman, a présenté le budget la semaine dernière, le budget de l'Inde. Le budget de la défense est en augmentation de 15%. Les dépenses d'armement sont en augmentation de 19% dans le budget de cette année. Et donc, il y a des programmes d'achat d'avions de chasse français, de sous-marins allemands, de missiles israéliens, d'électronique, qui sont tout à fait gigantesques. C'est toute la région d'ailleurs qui se réarme à l'heure actuelle, ce qui évidemment est un peu inquiétant. Mais il faut voir là sans doute l'idée d'acheter du temps, et je ne crois pas qu'au bout du compte, on soit à la fin de l'histoire d'une relation entre l'Inde et la Chine qui probablement va rester assez compliquée et assez mouvementée dans les prochaines années. Voilà, j'en dis pas plus, merci à vous. Je vous remercie pour cette communication absolument passionnante et très très bien structurée.
Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'on pose des questions après chaque intervenant ou est-ce que vous pensez qu'il faut poser des questions à la fin? À la fin, peut-être. À la fin, d'accord. Alors, donc, il me revient de passer la parole à Monsieur Philippe Lecor. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie des sciences d'outre-mer. Merci, cher Daniel Joanneau, d'avoir orchestré cette rencontre avec talent, ainsi qu'avec votre bienveillance légendaire. C'est la deuxième fois que je viens dans cette institution, mais la première fois pour y intervenir, donc c'est un honneur et un grand plaisir. C'est aussi avec beaucoup d'humilité que je m'adresse à cette assemblée cet après-midi, encadré par de grands spécialistes de l'Inde, mon collègue de l'ESSEC, Jean-Marc Fenet, dont vous avez pu admirer la prose et l'art oratoire, qui fut un ministre conseiller de talent à Delhi et a laissé, me dit-on, une marque indélébile dans la communauté française en Inde. Et la professeure Isabelle Saint-Mézard, que je connais depuis de longues années, nous avons même un temps été collègues au ministère de la Défense, et dont je respecte grandement le travail approfondi sur l'Inde et le sous-continent indien en général. Je ne suis donc pas spécialiste de l'Inde, mais ma vie professionnelle m'ayant plutôt orienté vers l'Asie orientale, et la Chine en particulier, je vais essayer de brosser un portrait un peu de la région et aussi des relations avec les États-Unis et avec l'Europe. Mon propos est donc de placer notre sujet dans un contexte global. Comment New Delhi trouve-t-elle son positionnement dans le concert des nations, terminologie quelque peu désuète, je vous l'accorde, dans le contexte trumpien et obésien qui est le nôtre? Si la notion de sphère d'influence revient avec force dans l'actualité internationale, l'Inde se situe à un autre niveau. Même le sous-continent indien échappe en partie à une volonté hégémonique de New Delhi, en tout cas sous le gouvernement Modi 3.0, comme on dit. La diaspora indienne tisse sa toile à sa manière en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et même en Europe, mais peut-on vraiment parler de velléité hégémonique? Je pense que nous venons d'avoir quelques éléments, mais personnellement, je ne le pense pas, surtout si on compare avec l'ambition chinoise, qui est réelle et qui se matérialise non seulement à travers l'initiative Belt and Road, mais on est loin de trouver un équivalent indien à travers le projet India Middle East Corridor, dont nous parlions, mais aussi avec les actions offensives de la Chine sur le plan économique, sur le plan technologique, sur le plan militaire, et même sur le plan diplomatique. L'Inde ne saurait se hisser au niveau de la Chine dans ce domaine. Concernant la puissance indienne, nous sommes servis par l'actualité des derniers jours. En une semaine, New Delhi a signé 2 accords commerciaux, l'un avec l'Union européenne, le second avec les États-Unis. Pour un pays dont on disait qu'il accusait le coup après les droits de douane de 50% imposés par l'administration Trump, l'année dernière, l'accord commercial avec Bruxelles, signé en présence des présidents von der Leyen et Costa, est une bénédiction. À Delhi, la situation est trop belle pour ne pas s'en réjouir. Il est difficile de faire des projections à échéance de 40 ou 50 ans, mais c'est pourtant ce que les économistes de l'OCDE se sont risqués à faire. Selon eux, l'Inde pourrait devenir la première économie mondiale d'ici la fin du XXIe siècle, en dépassant la Chine, non seulement sur le plan démographique, ce qui est déjà le cas, on parle d'ailleurs de 700 millions de Chinois seulement à la fin du XXIe siècle, contre 1,4 milliard aujourd'hui, ce qui est quand même un sacré saut en arrière. Mais en matière de PIB, par contre, les choses sont beaucoup plus incertaines, comme Jean-Marc Fenet le rappelait.
Ces pronostics ne sont pas de nature à améliorer les relations entre Pékin et New Delhi, même si les relations bilatérales commerciales tendent à s'améliorer, surtout depuis un an. Car l'Inde doit, depuis 2022, jouer un véritable jeu d'équilibriste. Développer des partenariats stratégiques avec la France, avec l'Allemagne, avec l'Union européenne, j'y reviendrai, cultiver des relations ambiguës avec l'administration Biden dans les premières années de l'invasion russe de l'Ukraine, au motif qu'elle ne peut s'extraire de sa relation avec Moscou, aussi bien dans le domaine de l'énergie que dans le domaine des armements, naviguer au sein du G20 qu'elle organisait avec succès en 2023, mais sans le président Xi Jinping, et des BRICS, où Narendra Modi s'est rendu régulièrement, y compris à Tianjin en 2025, et cultiver, depuis le début du deuxième mandat de Donald Trump, une relation privilégiée avec le président américain actuel, mais pour se faire finalement humilier par des déclarations à l'emporte-pièce de ce même président dans le sillage du conflit indo-pakistanais. L'émergence de l'Inde comme alternative à la Chine a commencé à apparaître en Europe il y a quelques années, alors que les relations sino-européennes ont depuis 2019 surtout pris un virage difficile. On se souvient que les Européens ont investi massivement en Chine depuis les années 1990 et surtout après l'adhésion de la Chine à l'OMC en 2001. Infrastructures, aéronautique, transport, produits de consommation, luxe, énergie, automobile, mais la Chine est devenue un concurrent et s'est attelée à développer une industrie nationale performante, à déposer des centaines de milliers de brevets et à commencer à se muer en un géant de la tech. Donc pour les Européens, je parle des relations cette fois entre l'Europe et la Chine, c'est devenu un problème. Et donc le rapprochement, mon point, c'est que le rapprochement entre l'Union européenne et la Chine est en pleine mutation aujourd'hui, et donc j'en ai reparlé dans un article l'année dernière, et donc la question est de savoir si on peut ou pas envisager de basculer vers un rapprochement entre l'Europe et l'Inde. Donc les relations sino-européennes étant très compliquées, avec la tentative avortée d'un accord sur les investissements, et aussi la publication d'une communication en 2019 qui faisait de la Chine un partenaire, un concurrent et un rival systémique, les relations se sont dégradées. Donc tout ça nous a mené à, d'une part, un retrait de cette relation sino-européenne, mais aussi à une vraie progression de la relation sino-indienne, dont on a vu la matérialisation il y a quelques jours, le 28 janvier, à travers cet accord commercial Inde-Union européenne. Alors, est-ce que c'est l'accord de tous les accords, comme a dit Madame von der Leyen, ça ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, the mother of all deals. L'Inde, certes, est un partenaire important, il y a des relations en progression, mais l'Inde n'est que le 9e partenaire commercial de l'Union européenne, représentant seulement 2,4% du commerce total de marchandises de l'Union européenne. Loin derrière les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni. Et donc, c'est un peu un pari. Et la présidente de la Commission a déclaré que l'Union européenne était déterminée à privilégier le commerce équitable aux droits de douane, le partenariat à l'isolement, la durabilité à l'exploitation. Donc ils ont joint le geste à la parole et ils ont créé un marché de 2 milliards de consommateurs, ce qui n'est évidemment pas rien si ça marche, et ils ont supprimé les impôts pour 95%, enfin les droits de douane, pour 95% des exportations européennes vers l'Inde, y compris pour les véhicules, le vin, les médicaments et d'autres produits. Cependant, cet accord entre l'Union européenne et l'Inde
ne pouvait, aux yeux de New Delhi, remplacer la nécessité d'un accord entre l'Inde et les États-Unis. Et j'en viens donc à l'aspect américain de notre affaire, parce qu'en 2024, l'excédent commercial de l'Inde avec les États-Unis s'élevait à 45 milliards de dollars, alors qu'il était nettement inférieur pour l'Union européenne à 25 milliards de dollars. Alors, quel est donc ce deal entre Washington et New Delhi, pour pas utiliser la terminologie à la mode? Eh bien, en fait, c'est l'accouchement très difficile d'une relation tendue et amère qui est celle de l'administration Trump et du gouvernement Modi depuis un peu plus d'1 an. C'est l'histoire d'une déception indienne très grande depuis les promesses de Donald Trump et de son vice-président J.D. Vance. Début 2025, vous vous souvenez que le ministre des Affaires étrangères indien était présent à l'inauguration du président Trump et que le Premier ministre Modi s'est rendu à Washington tout de suite, le premier dirigeant étranger présent à Washington dans les premières semaines de la mise en place de l'administration Trump 2. Donc, je pense que ce qui a en plus été le coup de grâce, ce sont les déclarations de Donald Trump sur le conflit indo-pakistanais, dont parlait Jean-Marc Fenet tout à l'heure, où il s'est prétendu, en fait, le deal maker, le médiateur de ce conflit, comme d'ailleurs d'autres qui sont totalement fantasques. Alors, autant l'accord Inde-Union européenne est un véritable accord commercial qui a été travaillé pendant de nombreuses années, autant côté américain, justement, c'est plus un deal bilatéral avec toutes les options de sortie possibles, comme la plupart des accords signés par l'administration Trump. D'ailleurs, on perçoit bien l'urgence de l'administration Trump, vexée de s'être fait doubler par l'Union européenne. Comme quoi les Européens ne sont pas toujours si dépassés que l'entourage de Trump le laisse entendre. L'Inde peut toutefois se satisfaire de voir les droits de douane américains baisser de 50% à 18%, ce qu'elle avait gardé quand même en travers de la gorge, si vous pouvez me permettre l'expression. Et en échange, l'Inde a promis d'acheter pour 500 milliards de dollars de produits et de services américains. Ce qui ne sera pas facile de passer de 42 milliards à 500 milliards. Mais bon, il fallait faire le deal, donc on l'a fait. Voilà. Donc l'accord prétend que l'Inde va cesser d'acheter du pétrole à la Russie. Ça aussi, ça ne va pas être très facile parce que on parle de long terme, bien sûr, et interdire à l'Inde d'acheter des hydrocarbures à la Russie semble pour le moins déraisonnable quand on connaît les liens de longue date entre les deux pays. Autant les 20 dernières années avaient vu des relations indo-américaines dépolitisées, je parle des États-Unis, grâce à un accord bipartisan au Congrès américain, autant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a donné lieu à une succession de désaccords, controverses, disputes, alors même que ces deux pays avaient l'air de plutôt bien s'entendre. Et ces deux dirigeants, d'ailleurs, Modi et Trump. À force d'imposer des droits de douane à tout le monde, Trump, on en parle quotidiennement, je ne vais pas insister, mais il s'est aliéné une partie des élites indiennes, ça c'est sûr, qui l'ont obligé, notamment grâce à cet accord avec les Européens, à revenir à la table des négociations. Conclusion, au final, par rapport au texte que j'avais publié l'année dernière, beaucoup d'éléments ont changé. Donald Trump a véritablement instauré un chaos tarifaire auprès de ses partenaires, à commencer par l'Inde et l'Union européenne, à coups de menaces et de coups de menton. Après des années de grandes tensions suite aux affrontements au Ladakh, il y a 6 ans, l'Inde et la Chine se sont rapprochées, en tout cas sur le plan économique. L'Union européenne et l'Inde, tiraillées entre la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre, et la Russie aussi, en ce qui concerne l'Europe, ont signé cet accord qui scelle un rapprochement longtemps évoqué, jamais concrétisé. C'est un moment clé dans le processus d'autonomisation stratégique de l'Union européenne, cher en particulier au président français. Ce processus est grandement facilité par la politique étrangère absconde de l'administration Trump, y compris à l'égard de l'Europe, prise pour cible quotidiennement
enfin presque, dans la stratégie de sécurité nationale, document que vous avez sûrement tous lu, il est sur Internet. En Asie, région que j'ai le grand plaisir d'observer depuis 30 ans, la déception est tout aussi grande. De Tokyo à Séoul, en passant par Singapour ou Taipei, l'Amérique de Trump inquiète et déçoit. Quant à l'Inde, ce pays fascinant qui nous rassemble ici, son histoire, son économie, qu'elle vend en poupe, ses talents technologiques, ses entreprises et sa vision de l'avenir d'un monde multipolaire, aux multiples facettes, au nord comme au sud, tout cela lui donne la possibilité de grands espoirs. C'est en tout cas ce que je retire de la période qui vient de s'écouler. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup pour cette communication, encore une fois passionnante et très bien construite. Et je passe la parole à Madame Saint-Mézard. Bien, eh bien, j'ai la lourde tâche de succéder à deux éminents orateurs. Alors, je vais d'abord commencer par remercier l'ambassadeur Joanneau. J'ai été tout à fait ravie de reprendre contact avec vous. Nous nous étions rencontrés au Pakistan il y a quelques années de cela. Et je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer dans cette académie. C'est tout à fait un privilège. Donc merci encore et merci à vous, chers membres de l'académie, de me faire l'honneur de m'exprimer et de m'entendre. Bien, alors, encore une fois, beaucoup ont été dites, je pourrais même dire l'essentiel a été dit déjà, donc je vais essayer d'apporter une petite pierre à l'édifice et il se trouve qu'on m'a demandé d'aborder la relation sino-indienne dans un cadre un peu particulier dont néanmoins vous avez tous probablement entendu parler, à savoir l'Indo-Pacifique. Alors je vais essayer dans les quelques minutes qui viennent de comprendre comment l'avènement de l'Indo-Pacifique a impacté cette relation sino-indienne dont vous avez compris qu'elle était éminemment complexe et plutôt orientée vers la conflictualité. Commençons par définir, et Dieu sait que c'est difficile, l'idée, le terme d'Indo-Pacifique qui est devenu si présent dans les débats stratégiques entre experts et même au niveau politique, la France a une stratégie pour l'Indo-Pacifique. Alors, l'Indo-Pacifique, à strictement parler, c'est un espace qui est conçu comme essentiellement d'ordre maritime. C'est une vision de l'Asie qui est centrée sur l'idée d'un continuum maritime entre les océans Pacifique et Indien. Cette idée, qui n'est pas complètement nouvelle, mais qui a regagné en popularité à partir des années 2010, est en train de faire concurrence et d'une certaine façon d'effacer même une autre représentation de l'Asie que l'on a eue dans les années 80, 90, 2000, jusqu'à récemment, qui est celle de l'Asie-Pacifique. Et l'Asie-Pacifique, pour aller vite, c'était l'idée d'un espace en Asie centré sur l'océan Pacifique, mais excluant l'océan Indien et donc l'Inde. Ok ? Bon, donc on a une sorte de concurrence entre deux définitions, deux visions de l'Asie. Alors, après, si on essaie de comprendre comment l'Inde et la Chine se positionnent par rapport à ce débat, ce conflit de représentation, en fait, c'est assez vite fait, hein, c'est assez clair. L'équation de départ est la suivante. L'Inde s'est appropriée
en fait, elle a été parmi les premiers États à concevoir et ensuite à adopter l'idée d'Indo-Pacifique. Et on le comprend, l'Indo-Pacifique, c'est en fait l'Asie-Pacifique plus l'océan Indien plus l'Inde. Donc l'Inde a tout intérêt à revendiquer une définition de l'Asie qui la remet au centre géographique de l'Asie. Ça, c'est pour l'Inde. Pour la Chine, eh bien, c'est exactement l'inverse. Très vite, la Chine, les dirigeants chinois, ont dénoncé cette représentation de l'Asie, cette définition de l'Asie, en disant de façon de plus en plus ferme qu'elle était même hostile aux intérêts chinois. Donc, bon, on voit très vite qu'on a deux puissances qui, sur un débat de représentation, de terminologie, sont à des pôles opposés. Alors, de façon un petit peu faussement innocente, on pourrait dire, mais enfin bon, est-ce que c'est si important que ça? Après tout, les deux premières présentations nous ont parlé d'enjeux autrement plus réels et concrets, hein, des enjeux économiques, des enjeux de défense, des enjeux militaires. Et moi, je viens vous parler de débats d'ordre terminologique et de découpage géographique. Et on peut très bien se dire, bon, enfin tout ça, c'est un petit peu des histoires d'universitaires. Et puis, donc, l'idée, est-ce que c'est important que l'Inde et la Chine ne soient pas d'accord sur la définition à donner de l'Asie, le découpage à opérer de l'Asie? Et puis, on peut même aussi se dire, enfin, c'est un peu paradoxal, cette histoire, à bien y réfléchir, parce que la Chine s'oppose officiellement à l'Indo-Pacifique, mais si on regarde son action, son rayonnement, ses efforts pour déployer ses capitaux, ses intérêts de défense, ses intérêts économiques, ne serait-ce que ses participations à des constructions portuaires, eh bien, il n'y a pas un pays qui incarne mieux l'Indo-Pacifique que la Chine dans le cadre de ces nouvelles routes de la soie et plus précisément du volet maritime. La nouvelle route maritime de la soie, qui par excellence en fait est à la fois déployée sur l'océan Pacifique et sur l'océan Indien. Et nous en avons parlé précédemment. Donc on arrive là à un paradoxe en fait, parce que les actions chinoises entreprises depuis 2013 dans le cadre des nouvelles routes de la soie incarnent cette idée même d'Indo-Pacifique. Néanmoins, les autorités chinoises dénoncent l'idée. Alors, bien évidemment, je joue faussement l'innocente. Nous savons tous que les débats autour des terminologies géographiques, et plus encore, les débats autour des découpages géographiques, sont très souvent l'expression de rapports de force brutaux. Et ce qui est fascinant avec cette idée d'Indo-Pacifique, c'est qu'elle illustre particulièrement bien à quel point une idée, a priori un petit peu éthérée comme ça, est en fait l'expression d'un rapport de force géopolitique. Et de fait, l'Indo-Pacifique, ça n'est pas qu'une terminologie, ça n'est pas qu'une affaire de découpage géographique, c'est devenu, depuis la deuxième moitié des années 2010, un ensemble un petit peu épars, divers, de visions, de directives, de stratégies adoptées par un nombre croissant d'États et d'organisations internationales. Et si on regarde ces politiques, ces visions, ces directives, ces stratégies, bon, on a un ensemble extrêmement divers et éclaté, mais disons qu'on peut faire une première différenciation entre des visions qui vont parler de l'Indo-Pacifique sous un angle, je dirais, très consensuel, assez, on pourrait dire, doux, ouvert, inclusif, qui vont inclure la Chine et qui vont mettre l'accent sur les liens économiques, la nécessité de lutter contre des menaces de sécurité transfrontalière, tout ce qu'on appelle la sécurité non traditionnelle, et qui vont, ce faisant,
essayer de proposer une interprétation de l'Indo-Pacifique qui est affranchie de la compétition de puissance entre les États-Unis et la Chine. Et puis, il y a quand même quelques autres stratégies indo-pacifiques, et notamment celle des États-Unis, depuis qu'elle a été énoncée, en l'occurrence à partir de 2017, sous la présidence Trump, qui, elles, sont beaucoup plus dans la confrontation, et qui disent, en 2017 et par la suite, tout ce qui a suivi, en termes de stratégie et de documents officiels émanant des États-Unis, qu'il y a une concurrence stratégique réelle avec la Chine dans le cadre de l'Indo-Pacifique. Et ceci explique du coup pourquoi les autorités chinoises disent que l'Indo-Pacifique est une stratégie en fait de la part des États-Unis pour nuire à leurs intérêts en Asie. Et de fait, on peut le comprendre à certains égards. Alors, la question néanmoins qui se pose désormais, mais quid de l'Inde ? Comment l'Inde, elle, se positionne et approche cette question de l'Indo-Pacifique? Est-elle du côté des stratégies ou des directives, des visions qui offrent une vision assez douce, inclusive, plutôt économique de ce que pourrait être l'Indo-Pacifique, ou est-elle plutôt du côté des stratégies interprétant l'Indo-Pacifique au prisme de la compétition de puissance? Alors, comme souvent avec l'Inde, en fait, c'est assez ambigu. Et puis, il faut un petit peu faire une distinction entre ce qui est dit, ce qui est affiché, notamment dans les discours, et puis une certaine réalité des faits et des décisions. Je ne vais pas être très longue, mais je vais juste essayer d'étayer cette petite nuance entre ce qui est une certaine posture affichée de la part de l'Inde et puis la réalité d'engagement sur le terrain, qui explique en fait ce qu'on pourrait qualifier d'ambiguïté de la part de l'Inde. Alors, posture affichée de l'Inde, eh bien, très clairement, c'est un discours en faveur d'un Indo-Pacifique ouvert, inclusif. Alors, ouvert, inclusif, ça veut dire essentiellement qui intègre pleinement la Chine. Qui essaie là aussi de dire l'Indo-Pacifique, c'est autre chose que la compétition de puissance entre la Chine et les États-Unis, c'est la coopération économique, c'est la coopération sur les menaces transnationales, transfrontalières. Donc ça, les Indiens insistent énormément là-dessus. Leur posture officielle, c'est notre vision de l'Indo-Pacifique, elle est entièrement centrée sur l'Asie du Sud-Est et l'ASEAN, qui est l'organisation internationale qui représente l'Asie du Sud-Est et qui de fait lui aussi milite pour un Indo-Pacifique comme ça affranchi des rivalités de puissance. Et puis les Indiens aussi ont voulu offrir leur propre vision et leur propre, je dirais, programme pour l'Indo-Pacifique. Alors ils ont proposé quelque chose qui s'appelle Initiative pour les océans Indiens et Pacifiques. C'est une façon aussi de ramener un petit peu à eux les attentions, les énergies. Qu'est-ce que c'est que cette initiative pour les océans Indiens et Pacifiques ? C'est quelque chose, comme on fait beaucoup en Asie, assez informel. C'est pas du tout une organisation institutionnalisée. La vocation de ce forum informel, c'est d'œuvrer en faveur de la sécurité maritime au sens large. Dans les océans Indiens et Pacifiques. Et puis là encore, c'est extrêmement ouvert. En fait, chaque État intéressé de contribuer à un volet de la sécurité maritime en océan Indien et Pacifique est tout à fait libre de venir prendre en charge un des multiples volets que propose cette initiative indienne. Donc vous voyez, on est vraiment dans une volonté affichée de tout le monde est la bienvenue,
on échange des bonnes pratiques, et puis on ne veut surtout pas provoquer qui que ce soit. Autrement dit, on ne veut surtout pas provoquer la Chine et on ne veut surtout pas faire croire à la Chine que cette histoire d'Indo-Pacifique, c'est pour nuire à ses intérêts. Alors ça, c'est un peu le discours et puis l'affichage. En même temps, pour peu qu'on regarde un petit peu ce que font les Indiens aussi, eh bien, il y a des choses différentes aussi. Et en l'occurrence, ça a déjà été un peu évoqué dans les propos précédents. En fait, les Indiens aiment beaucoup aussi faire autre chose dans l'Indo-Pacifique. De facto, j'ai envie de dire, c'est participer à alors, quelque chose dont peut-être nous n'avons pas tellement l'habitude en Europe, c'est-à-dire des coalitions, on appelle ça du minilatéralisme, en langage jargonnant, pardonnez-moi pour le jargon. Qu'est-ce que c'est ? C'est des petites coalitions informelles, ad hoc, façon club privé si vous voulez, où on va travailler à 3, à 4 sur des dossiers sur lesquels on est bien d'accord ensemble. Donc il y a un côté assez exclusif déjà qui s'oppose à la notion d'approche très ouverte et inclusive. Et puis en général, souvent, ces coalitions, elles sont pilotées par les États-Unis ou par des alliés des États-Unis et elles se font en général entre États-Unis, alliés américains. Et en fait, on retrouve les Indiens, mine de rien, bien souvent dans ces coalitions. Des coalitions qui, encore une fois, alors restent informelles, mais qui avancent quand même petit à petit sur des dossiers qui peuvent, encore une fois, aller de la surveillance satellitaire à la lutte contre la pandémie de Covid-19, tout un tas de dossiers différents, mais quand on les regarde dans le détail, ces dossiers, c'est autant de dossiers sur lesquels la Chine a elle-même beaucoup progresser. Le Covid-19, pourquoi on s'y intéresse ? Parce que la Chine, à un moment, a déployé une diplomatie du vaccin qui était colossale. Or, les Indiens, on va les retrouver dans des coalitions qui visent à offrir une réponse et une alternative à ces grands programmes que la Chine déploie en Asie. Alors, il y a une coalition qui, plus que les autres, fait débat. Ça a été évoqué, c'est le Quad. Le Quad ou dialogue quadrilatéral de sécurité, et qui rassemble donc les États-Unis, leurs deux grands alliés en Asie, le Japon, l'Australie, et puis l'Inde, l'Inde partenaire stratégique, mais certainement pas allié des États-Unis. Et ce Quad, alors c'est pas forcément la coalition la plus efficace et la plus avancée, par contre c'est vraiment la plus polarisante. La Chine vraiment considère le Quad comme sa bête noire, dénonce le Quad en fait comme un mini-OTAN asiatique, et on y retrouve pourtant bien les Indiens. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les Indiens, là, il faut peut-être replacer une certaine temporalité qui peut être aussi indicative de l'évolution des positionnements. C'est que les Indiens rejoignent le Quad en 2017. Et parce qu'ils sont vraiment pressés par les États-Unis et le Japon de le faire. Ils le rejoignent parce que malgré tout, du point de vue indien, c'est extrêmement valorisant. On se retrouve mis sur un pied d'égalité avec l'Australie, le Japon et les États-Unis dans un club privé à 4, on fait plein de choses ensemble. Pour les Indiens, qui sont, il est vrai, tellement en quête de reconnaissance, c'est quand même très tentant. Mais ce qui est intéressant de regarder, là encore, c'est que de 2017 à 2020, les Indiens font partie de ce fameux Quad, mais alors avec beaucoup de discrétion, et ils n'arrêtent pas de demander à leurs trois, je ne peux pas dire alliés, partenaires, d'être très discrets, de faire les choses un petit peu à un niveau bureaucratique bas, pas monter au niveau des dirigeants ou ne serait-ce que des ministres.
parce qu'ils ne veulent pas provoquer la Chine. Il y a vraiment ce souci de ne pas provoquer la Chine. Et puis arrive, comme cela a été déjà signalé, ce qu'on appelle les incidents de Galwan en 2020, donc des accrochages militaires très sérieux sur la frontière, les zones frontalières sino-indiennes. Et alors à partir de là, les Indiens, comme par hasard, s'engagent dans le Quad de façon mais beaucoup plus visible. Et on aura 6 sommets du Quad, donc sommets au niveau des chefs d'État et de gouvernement, entre 2021 et 2024, vraiment l'accumulation de plein de dossiers, projets de coopération. Donc le Quad, ça sert en fait aux Indiens à trouver des appuis, à se sentir moins isolés face à la Chine. Et de ce point de vue-là, si je dois répondre à ma question initiale, comment l'avènement de l'Indo-Pacifique impacte-t-il la relation par ailleurs compliquée entre l'Inde et la Chine? Eh bien, on peut dire que finalement la tentation ou la tendance indienne à participer au Quad et donc quelque part à une certaine grande stratégie des États-Unis en Asie complique et aggrave la relation bilatérale. Encore une fois, pour la Chine, le Quad, c'est vraiment quelque chose qui fait réagir énormément. Alors, je ne vais pas aller au-delà, je voudrais juste, à titre de conclusion très, très ouverte, énoncer 3 points sur ce que l'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire depuis l'arrivée, pas seulement de Trump, mais on va dire depuis 2024-2025. Effectivement, mes deux prédécesseurs à ce micro l'ont signalé, le paysage général se brouille un peu, c'est-à-dire que l'Inde a elle-même entamé une sorte de dégel avec la Chine, parce que de toute façon les positions militaires n'étaient pas tenables, c'était vraiment trop dur pour les Indiens de tenir face aux pressions militaires chinoises, et puis l'industrie indienne était prise à la gorge, ça a été déjà expliqué, par le fait que une très grande partie de l'industrie indienne est absolument dépendante des pièces détachées et des composantes chinoises. Donc il fallait absolument trouver les moyens de desserrer les taux, et ceci, on vous l'a déjà dit, et je le répète, et explique en grande partie le dégel entre l'Inde et la Chine. La Chine, elle, a continué à dénoncer l'Indo-Pacifique. Par contre, elle a pris bien acte du fait que la plupart des États alliés ou proches des États-Unis ont adopté une vision de l'Indo-Pacifique. Et donc, elle s'est employée quand même, elle a redoublé d'efforts pour saper les liens, l'influence des États-Unis en Asie. Cela a déjà été évoqué. Elle gagne du terrain à beaucoup d'égards, ou en tout cas, il y a une perception assez générale qu'elle gagne du terrain face aux États-Unis. Et puis enfin, il y a l'arrivée de l'administration Trump 2, et on a déjà évoqué cela, qui brouille énormément les attentes, les anticipations en Asie, qui crée beaucoup de fébrilité partout. Et notamment, alors ce qui est intéressant, c'est que l'Indo-Pacifique, même sous Trump, même dans le chaos de la deuxième administration de Trump, l'Indo-Pacifique reste une priorité. Mais ce qui effraie beaucoup en Asie à l'heure actuelle, c'est que l'administration Trump parle de relancer une relation, un engagement économique avec la Chine. Et on va voir ce que ça donne, mais il y a vraiment quand même cette crainte que les intérêts économiques de la présidence Trump ne finissent ou ne risquent d'altérer d'éventuels engagements pris au plan de la sécurité et au plan militaire. Voilà. Donc nous sommes dans une phase de grande incertitude.
Je vous remercie d'avoir fait un exposé sur un sujet aussi complexe et aussi vaste. Est-ce que, monsieur l'ambassadeur, vous souhaitez conclure, non? Bon. Alors, je pense qu'on va pouvoir aborder les questions. Et puisque j'ai le micro, j'en profite. Je voudrais... Cette question s'adresse, je ne sais pas à M. Fenet ou à Mme Sameza. J'ai compris que l'Inde faisait partie de l'organisation de Shanghai et en même temps de ce fameux Quad. Est-ce que c'est pas... Ce sont deux institutions de sécurité. Est-ce que c'est pas exclusif l'un de l'autre? Est-ce qu'on peut être là-dedans et dans le pacte de Varsovie? Alors je ne sais pas qui peut me répondre. Alors, on peut... Oui, ça vous m'entendez? fonctionne. Oui. Oui. On peut certainement pas, quand on est indien, certainement pas être dans l'OTAN et le pacte de Varsovie, tout simplement parce que ce sont des alliances et qu'en Inde, on n'aime pas beaucoup les alliances. Oui, c'est vrai que c'est dommage. On peut faire partie d'organisations internationales de sécurité type Organisation de coopération de Shanghai et, encore mieux, de ces mini-latéraux, de ces coalitions informelles, ça pose pas de problème. Après, que, comme vous le dites, ça soit étrange de voir un État auprès de la Russie, de la Chine, dans l'Organisation de coopération de Shanghai d'un côté, et puis de l'autre côté auprès des États-Unis et de leurs alliés, ça c'est très indien. Hein. Ça correspond vraiment, oui c'est très indien, c'est-à-dire que tant qu'on le peut, on va essayer d'être partie prenante de tous les forums, organisations possibles, sans trop s'inquiéter de la cohérence ou de ce que d'autres peuvent estimer être contradictoire. Être dans le Quad, j'en ai parlé, j'ai dit quelles en étaient les raisons. L'Organisation de coopération de Shanghai, c'est initialement pour l'Inde deux raisons. Une raison très pragmatique, quand il y a une organisation internationale ou régionale, il vaut mieux en être que pas en être. Ça déjà, c'est un principe, je dirais, élémentaire. Il vaut mieux savoir ce qui s'y passe que être laissé à la marge. Premier point. Et deuxième point, les Indiens ont demandé à être membres, pleinement membres, et pas seulement observateurs de l'OSCE, parce qu'en fait, ils étaient initialement, et le reste, très inquiets au sujet de l'Afghanistan, sur lequel ils avaient beaucoup investi, et ils ne voulaient pas laisser au Pakistan, qui allait devenir membre, et à la Chine, la possibilité de faire ce qu'ils voulaient en Afghanistan. Donc il y a cet ancrage afghan qui est très important aussi. Néanmoins, je vous rassure, et je suis ironique en vous disant cela, les Indiens au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est essentiellement du veto, du non, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que la plupart des déclarations qui émanent de l'Organisation de coopération de Shanghai et qui sont plutôt représentatives des visions et des intérêts russes et chinois, entre autres, qui vont parler aussi des nouvelles routes de la soie, etc., les Indiens sont toujours à dire « je ne suis pas d'accord ». Et ils ne les signent pour la plupart jamais. Donc ils sont là, parce que c'est toujours mieux d'être là, mais pour bien dire qu'ils ne sont pas d'accord. Vous voyez. C'est la différence de taille. Merci, voilà une réponse très intéressante. Monsieur Fenet, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, moi je souscris complètement à ce que vient de dire Isabelle. J'ajouterai juste un petit point. Le point commun également entre l'organisation de Shanghai et les BRICS, c'est qu'il y a la Chine et la Russie. Et que l'Inde, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, a une relation quand même qui reste particulière, qui a été longtemps particulière avec l'Union soviétique et aujourd'hui encore avec la Russie. Et je pense qu'il y a aussi un peu le souci derrière ça de ne pas laisser complètement la Russie et la Chine face à face sans elles. Merci. Mon général Lang. Oui, merci. Vous venez de parler de la Russie, c'est justement ma question.
On a parlé des deux larrons principaux, l'Inde et la Chine. On a parlé des larrons extérieurs, les États-Unis et l'Europe. Quid de la Russie? J'ai compris que l'Inde avait des intérêts énergétiques avec ce pays. Elle en a peut-être bien d'autres, mais en fait, question plus générale, la Russie intervient-elle dans la relation entre la Chine et l'Inde? Qui répond? Monsieur Fenet. Bon, on va faire sa devoir. La relation est différente à chaque fois, hein, en bilatéral. La relation Chine-Russie, d'une part, la relation Inde-Russie. La relation Chine-Russie, elle s'est complètement inversée quand même au cours des 80 dernières années, hein, complètement. Enfin, on se rappelle que avant même, c'était le modèle, l'Union soviétique pour la Chine communiste, hein, mais les relations ont toujours été un petit peu compliquées. Je rappelle quand même que la première fois, le premier voyage officiel qu'a fait Mao Tse-tung en 1950 à Moscou, c'était pour Moscou, et que Staline l'a fait poireauter quasiment pendant 10 jours dans sa chambre d'hôtel avant de le recevoir. Enfin, la relation était quand même toujours un peu complexe. Donc, je ne veux pas dire qu'il y a un petit sentiment de revanche quelque part, mais enfin, visiblement, la relation s'est tellement inversée. On est aujourd'hui dans une situation où le PIB russe, il est à peine plus grand que le PIB de la province de Canton. Hein. C'est dire si quand même le rapport de force aujourd'hui s'est complètement inversé. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement les relations ne soient pas profondes entre les deux pays, mais c'est vraiment l'intérêt de l'Inde d'avoir un voisin au nord avec lequel il partage 4000 km de frontières, qui soit stable, qui ne soit pas révolution de couleur, qui ne soit pas bouleversé, qui n'ait pas la guerre civile, etc. Et puis, la perturbation qu'apporte la Russie aujourd'hui dans la relation transatlantique, le fait que toute l'attention aujourd'hui sur le théâtre européen, un petit peu plus que sur le théâtre asiatique, tout ça, c'est quand même tout bénéfice, si j'ose dire, pour le régime chinois. La relation entre l'Inde et la Russie, c'est différent. C'est une relation profonde et ancienne, qui s'est vraiment tissée depuis les premiers jours de la dépendance indienne. Les Indiens considèrent que l'Union soviétique, pardon de ce pléonasme, ce terme cet anglicisme, par contre, c'est un all-weather friend. C'est un ami par tout temps. C'est-à-dire que quand ça allait bien, quand ça allait mal, les Russes étaient toujours de leur côté. Voilà. Et que, moi, quand j'étais à Delhi, on ne pouvait pas commencer une conversation avec des Indiens, au moins d'un certain âge, qui ne finissent par... Mais je vous rappelle quand même qu'en 1971, quand nous étions en guerre contre le Pakistan et qu'on a mis la pâtée à l'armée pakistanaise pour l'indépendance du Bangladesh, le président Nixon avait envoyé la 5e flotte dans le golfe du Bengale, hein, pour faire pression sur l'Inde. Et si l'Union soviétique n'avait pas été là pour nous soutenir, si j'ose dire, face à cette espèce d'alliance sino-pakistano-américaine, l'histoire aurait été tout à fait différente. Et donc il reste des liens historiques, tout ça commence à faire 50 ans, hein, 55 ans. La Russie, c'est plus tout à fait l'Union soviétique. Bon. Et puis surtout, c'est ce qu'on explique aussi en permanence à nos interlocuteurs indiens, dans l'Union soviétique, il y avait la Russie, mais il y avait aussi l'Ukraine. Hein. Bon, enfin, juste fin de la parenthèse. Bon. Mais de toute façon, on voit bien qu'aujourd'hui, cette relation, elle est un peu différente. Il y a eu des liens qui se sont tissés entre les deux armées. On a beaucoup d'officiers de l'armée indienne, c'est de moins en moins vrai, mais qui ont été formés à Moscou, qui, on parle russe. Il y a des relations d'armement qui certes sont en diminution, mais qui sont quand même toujours très importantes, même si l'Inde achète de plus en plus d'armements, on l'a dit à la France, l'Allemagne, Israël, etc., elle a quand même encore acheté des batteries de S-400 il n'y a pas très longtemps, hein, des batteries solaires, bon, enfin, ça reste quand même un fournisseur. Donc, cette relation, je pense que... il y a une stratégie aussi un peu opportuniste. Hein. L'Inde a beaucoup acheté de pétrole russe, tout simplement parce qu'il y avait un rabais tout à fait considérable et non négligeable. Et déjà avant même les déclarations tonitruantes du président américain de la semaine dernière, du fait des sanctions européennes, les importations de pétrole russe en Inde avaient sensiblement diminué. Donc c'est déjà bon, parce que c'est quand même un petit peu compliqué pour des grandes compagnies, pour les Adani, pour les Ambani, etc., de continuer à faire du commerce avec des pétroliers russes et d'être potentiellement soumis à sanctions. Mais il y aura toujours un petit peu cette hésitation à couper les liens, cette non-volonté à couper les liens avec, j'ose pas dire l'allié russe, mais en tout cas le partenaire russe, qui reste quand même toujours un partenaire de référence. Je vous remercie. Monsieur Carly de Saint-Paul, ensuite, je
Je vous ai vu, monsieur, je vous donnerai la parole. Ah, Madame de Vienne aussi. On l'aura compris tout au long de ces exposés, la rivalité entre l'Inde et la Chine est de plus en plus vivace. Or, si la Chine est demeurée relativement constante, plus que demeurée constante d'ailleurs, dans ses alliances, en revanche, l'Inde, de son côté, a changé à plusieurs reprises de partenaires privilégiés, donc comme on vient de le dire, l'Union soviétique, puis les USA, le Quad, puis brouille avec l'Amérique, partenariat stratégique avec la France, avec l'Europe, et retour vers les États-Unis. Ne pensez-vous pas que ces nombreux revirements de l'Inde ne soient à l'origine d'une perte de repères au plan de la scène internationale, parce qu'on ne sait pas de quel côté aller, et je pense essentiellement aux pays sous-développés, enfin en développement, pardon, avec lesquels les deux puissances sont en relation, qui arrivent difficilement à situer l'idéologie de l'un et de l'autre, Inde et Chine. Ah, monsieur Lecor va répondre. Est-ce qu'on peut avoir un micro? Merci. Non, moi, je pense que ce qui caractérise la politique étrangère de l'Inde, c'est le pragmatisme, ce qui sied relativement bien au contexte actuel, puisque nous avons, comme je le disais, on l'a tous dit, une période de grande incertitude, d'instabilité un peu géopolitique, avec un président américain qui donne un ton extrêmement en dents de scie, surtout autour des droits de douane, un conflit quand même russo-ukrainien qui dure depuis 4 ans, et une Chine qui, au contraire, trace sa voie d'une manière relativement durable et ferme. C'est-à-dire que les nouvelles routes de la soie, j'aime pas trop utiliser cette expression d'ailleurs, mais disons, ils disent la ceinture et la route, bon. C'est quand même quelque chose qui a été lancé en 2013 et qui construit petit à petit son bonhomme de chemin sur le plan maritime, sur le plan terrestre, sur le plan ferroviaire, sur le plan énergétique, etc. De leur côté, les Indiens, ils sont effectivement, comme le disait très bien Jean-Marc, à la traîne, pour des raisons structurelles, et pour des raisons aussi de développement, et du fait qu'ils sont une démocratie, et qu'ils ont eu de nombreux gouvernements, contrairement à la Chine, qui est finalement toujours le même, hein, qui est le gouvernement du Parti communiste chinois, qui est d'ailleurs au-dessus du gouvernement chinois et de l'État chinois, qui gère la Chine. Et donc, les Indiens, dans ce contexte-là, évidemment, profitent un peu de cette situation déstabilisante en faisant du Trumpisme, d'une certaine manière, en disant, comme M. Jaishankar, le ministre des Affaires étrangères, que l'Inde n'est évidemment pas occidentale, mais elle n'est pas anti-occidentale. We are not non-West, but we are not anti-West. C'est quand même une nuance qu'il répète régulièrement, etc. Donc c'est une certaine neutralité, mais je ne suis pas sûr que Isabelle Saint-Mézard serait d'accord avec ce terme dans le cas de l'Inde, mais en tout cas d'essayer de défendre ses intérêts, tout en évoluant à l'intérieur de différentes structures qu'on a évoquées, donc que ce soit le Quad ou l'Organisation de coopération de Shanghai, qui sont effectivement à l'évidence plutôt opposés, mais il y a effectivement les vétos qui permettent de montrer qu'on n'est pas d'accord. Et il y a effectivement la question de la Russie qui est intéressante parce que 1971, les Russes, les Soviétiques, puis les Russes qui ont quand même toujours été là pour les Indiens, et aujourd'hui, les Indiens sont là pour les Russes. Quand on va à Delhi aujourd'hui, on voit des Indiens partout, on voit des Russes partout. Vous allez au Resina Dialogue, qui est le Davos indien, il n'y a que des Russes, enfin il y en a partout. Et donc, et ça c'était le cas il y a 2 ans quand j'y suis allé, où il y avait effectivement, j'étais surpris de voir, alors qu'on ne voit plus beaucoup de Russes en fait dans les forums internationaux, mais en Inde on en voit. Merci beaucoup, je crois qu'on va prendre encore 2 questions au fond de la salle. Oui, je voulais poser une question sur l'écart qu'il y a entre l'économie de l'Inde et de la Chine. Il y a quelques décennies,
les deux pays sont partis au même niveau de développement. 50 ans après, le rapport est de 1 à 5. Alors ma question, quels sont les facteurs ou de blocage ou au contraire favorables qui ont fait cet écart? Alors, notamment, il y a d'autre côté un totalitarisme qui a réussi et des démocraties, une démocratie indienne qui est en retard. C'est pas plus provocant, mais enfin, est-ce qu'il faut avoir une raison dans ce point? Deuxièmement, est-ce que le système de caste est encore un système qui retarde l'Inde? Je vous remercie. De répondre. Monsieur Fenet. Ouais, sur l'écart économique entre les deux pays, hein, je l'ai souligné, il est très important. Le modèle, alors moi je n'oppose pas les pays en termes d'un côté j'ai une autocratie efficace et de l'autre côté une démocratie inefficace. On a certes sur des tailles de pays beaucoup plus modestes, mais les petits tigres de l'Asie du Sud-Est qui se sont développés au cours de la période précédente sont passés de périodes de dictature à des périodes de démocratie et ont fleuri, aujourd'hui sont des fleurons économiques. Je parle de la Corée du Sud, je parle de Taïwan. Alors certes, on est sur une population qui va de 25 à 80 millions d'habitants, mais il n'empêche que je ne pense pas vraiment que ce soit ça qui soit complètement dirimant, même si dans les deux cas, on a des pays très vastes, mais avec aussi des différences. La Chine est un pays extrêmement homogène. Les Han, qui est l'ethnie principale, c'est 95% à peu près de la population. Vous avez quelques Mandchous, quelques Mongols, quelques Ouïghours et quelques peuplades au sud, mais c'est 95% de la population. La diversité est beaucoup plus importante en Inde, où avec une césure nord-sud extrêmement forte, le sud dravinien, le nord beaucoup plus hindou, beaucoup plus pauvre, une diversité de langues qui est extrêmement importante. Prenez un billet de banque indien, vous verrez 14 langues dessus, hein, sur le billet de banque, quand même, hein, en plus de l'anglais. Bon. Donc, il y a ces éléments qui jouent, qui sont évidemment importants. Et puis, il y a le modèle économique qui a été effectivement pris, qui est un modèle la Chine a suivi finalement une espèce de modèle de tigre asiatique, hein, de modèle économique tiré vers l'exportation, d'abord extrêmement bon marché, de choses qui n'étaient pas de grande qualité, puis à remonter toutes les chaînes de valeur, jusqu'à aujourd'hui devenir un pays leader dans la plupart des technologies de rupture. L'Inde a souffert et continue de souffrir de lacunes dans son organisation économique qui aujourd'hui pose un grand problème. Presque la moitié de sa population est toujours fixée dans le monde agricole avec une agriculture des propriétés minuscules de 1 ou 2 hectares, très peu productives, mais qui fixe la population sur des activités qui ne sont pas très productives. Vous avez un secteur des services qui est plus florissant, au moins s'agissant des services informatiques, mais pour le reste, vous avez un secteur informel, pas forcément très productif, où on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Et puis surtout, vous avez un secteur industriel, et ça c'est vraiment une particularité indienne, qui est rabougri pour un grand émergent de ce type-là, qui est... les Indiens disent parfois du crony capitalism, qui est une espèce de capitalisme familial qui est de connivence, voilà, je cherchais le terme qu'Isabelle me donne, avec d'ailleurs un modèle qui a été abandonné dans beaucoup d'autres pays. Vous avez des grands groupes, les Tata, les Ambani, les Adani, etc., qui fabriquent de tout. Tata fabrique du dentifrice jusqu'à des voitures électriques. Aujourd'hui, vous avez effectivement, le modèle, c'est plutôt celui du pure player, des gens qui se spécialisent dans un créneau, dans quelque chose, et qui deviennent excellents pour ça. Et donc, l'ensemble de ces lacunes, qui s'ajoute au fait qu'il y avait aussi un réseau d'infrastructures qui était complètement indigent. Très honnêtement, le gouvernement indien s'y attaque ces derniers temps. Je pense qu'il y a, en matière d'infrastructures, il y a des progrès très importants qui ont été faits, de kilomètres d'autoroutes, de rénovation des voies ferrées, etc. Mais il y a encore un monde quand on passe de Delhi à Pékin, ce qui était mon cas. Je suis allé directement de Delhi à Pékin, on passait vraiment du 3e au 1er monde. Hein. En termes d'infrastructure, c'était vraiment flagrant. Et puis à côté de ça, la volonté de construire une industrie manufacturière avec ce challenge qui est quand même très important, comme le disait Isabelle, c'est que pour développer une industrie, et notamment une industrie de nouvelle phase, une industrie numérique, une industrie qui fait pas seulement du software, mais aussi du hardware, qui fait aussi des choses, voilà, des ordinateurs, des téléphones, etc. On dépend très largement des intrants chinois.
Et donc, à mesure que l'industrie indienne se développe, elle creuse encore un peu plus un déficit commercial entre l'Inde et la Chine qui devient abyssal. Pour vous donner juste une petite idée, enfin, on n'a presque jamais vu ça, il y a 135 milliards de dollars d'échanges entre l'Inde et la Chine, il y a 20 milliards ou 25 milliards d'un côté, et il y a 115 milliards, et il y a 115 milliards de l'autre. On a une centaine de milliards d'euros de déficit sur un total de 130 entre l'Inde et la Chine. Et tout ça se creuse toujours parce qu'à mesure que l'Inde veut se développer, quand elle vend des iPhones à l'extérieur, bien, elle les assemble, mais elle les fait venir de Chine. Quand elle vend des médicaments d'Hyderabad, tous les principes actifs, la plupart d'entre eux, viennent de Chine. Et donc, il faut à la fois qu'elle puisse construire une industrie qui tienne la route à l'échelle internationale, et puis de plus en plus, essayer de s'affranchir de cette dépendance à la Chine qui devient très forte. Je vous remercie. D'abord, Madame de Vienne, j'observe une chose, ni l'Inde ni la Chine ne font partie du club de la paix inventé par M. Trump il y a 2 semaines. Mais ça en dit long sur l'avenir de cette institution. Oui, je voulais d'abord faire une petite remarque, plus une remarque qu'une interrogation sur un aspect géopolitique global qui de fait a déjà été évoqué. Quand on parle d'Asie-Pacifique, si on s'en tient à la définition stricte, c'est-à-dire la façade pacifique de l'Asie, Asie du Sud-Est inclus, le mot de la Chine de M. Wang Yi de 2013 s'applique, à savoir nous sommes un très grand pays, les autres sont des petits pays et c'est tout. Donc déjà, il y a un rapport de force ou de dominance supposée et allant de soi, et qui est d'ailleurs perçu comme tel par les pays asiatiques. La Chine, elle a toujours été là dans l'histoire de temps long. Quoi qu'il arrive, on est obligé de composer avec, et avec sa masse et son poids stratégique. Quand on inclut dans un ensemble Indo-Pacifique l'Inde, du point de vue de la Chine, ce discours n'est plus tenable. Alors c'est évidemment un discours qu'elle ne peut pas cautionner, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus un grand pays, il y en a un deuxième, et même si le deuxième est très loin derrière le premier, il n'en reste pas moins qu'en tant qu'unité géostratégique, ça pèse un poids considérable. Puis il y a un deuxième élément que vous m'autorisez, je peux faire, enfin, ça même 2 petites remarques. La première, si mes souvenirs sont bons, dans les années 80, les liens entre l'Inde et la Russie, l'Union soviétique étaient très forts, en particulier pour les partenariats, les fournitures militaires. Ça n'empêchait pas dans la même époque, parce que j'avais regardé les données, que le premier donneur d'aide publique au développement à l'Inde soit les États-Unis. C'est-à-dire que le pragmatisme est ce qu'il est. Pour que l'Inde demeure et reste forte, elle fait affaire avec tous les dieux du Panthéon. Et puis, une deuxième aussi remarque sur ce qui est des logiques de développement. Il me semble que un des éléments de l'écart, et pour ne pas en revenir au débat démocratie-autoritarisme, c'est qu'on a une tradition d'État standardisé, structuré et décideur du côté chinois, que évidemment on n'a pas ce même acquis politique millénaire du côté indien, et que pour en rester sur le temps court, on n'a pas eu la même capacité d'épargne, la même capacité d'accumulation. On a un modèle chinois qui a joué sur les très grandes firmes et les firmes publiques avant d'ouvrir la porte à un capitaliste de très grosses sociétés et d'une pléthore de sociétés plus petites, mais avec des liens particuliers avec l'État. On peut évoquer Huawei parmi beaucoup d'autres structures. On n'a pas eu du tout le même schéma en Inde, et avec des capacités quand même pas le même au niveau des dimensions. En particulier, si on compare les volumes d'épargne disponibles en Inde pour investir, on était très loin derrière la Chine, hein, au niveau quantitatif. Voilà, c'est une simple remarque. Je vois Dominique Barjot qui réagit, donc on pourra en discuter en dehors de ce lieu. Je vous remercie. Est-ce que
vos observations ne sont pas des questions. Enfin, je vous remercie de ce point de vue d'historienne, très intéressant. Il y a une dernière question. Antoine, ici. Voilà. Je voudrais demander au professeur Saint-Mézard ce qu'elle pense des tentations de l'OTAN de s'élargir à l'Asie-Pacifique, avec notamment le projet caressé l'an dernier de l'ouverture d'un bureau de l'OTAN à Tokyo. Et je voudrais demander à Philippe Lecor si finalement l'Inde ne fait pas partie de fait de l'initiative des routes de la soie. Parce que j'imagine, même s'il y a les ports au Sri Lanka, que le commerce chinois avec les ports indiens est nettement supérieur à celui qui passe par les ports du Sri Lanka et qui n'a pas nécessairement une exclusion de l'économie indienne des routes de la soie de fait. Merci. Alors sur ces tentatives pour attirer l'OTAN dans l'Indo-Pacifique, c'était très lié à l'administration Biden en fait, de mémoire, et ça a toujours fait débat. C'est une vision très américaine en fait, mais qui correspondait à ce qui est un petit peu la grande stratégie des États-Unis en Asie, c'est-à-dire une stratégie qui consiste à dresser un réseau de coalitions et d'alliances. Et donc, dans ce cadre-là, ils se sont dit pourquoi pas amener l'OTAN jusqu'en Indo-Pacifique. Ce qui a été fait concrètement, en fait, parce que c'était plus qu'une idée qu'une réalité, d'autant que l'idée était très controversée parmi les membres de l'OTAN, et notamment la France s'y est opposée. Ce qu'il y a eu de concret, c'est ce qu'on appelle le dialogue de l'OTAN, où les 4 partenaires de l'OTAN, en l'occurrence le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud, qui ont un dialogue avec l'OTAN. Et sous Biden, ça a pris un petit peu plus de visibilité, parce qu'à chaque fois qu'il y avait il y a eu une succession de sommets lors desquels les chefs d'État ou de gouvernement de ces 4 États ont été invités. Donc c'est vrai que symboliquement, visuellement, c'était assez marquant. Et puis il y a eu finalement ce à quoi vous avez fait allusion, c'est-à-dire cette tentative d'ouvrir un modeste bureau, une modeste antenne de l'OTAN à Tokyo. Mais je dois avouer n'avoir pas suivi plus que ça l'affaire, mais c'est vrai que, semble-t-il, c'est la France qui a dit non, c'est inutile, ça à part provoquer la Chine, qui ne demande qu'à voir un OTAN en Asie, finalement, puisque je vous dis déjà, le Quad, pour eux, c'est un OTAN en Asie, mais alors si on emmène le vrai en plus, à quoi bon? C'est de l'ordre de la provocation. Les Japonais, je comprends, ont été assez énervés et déçus de leur côté. Bon, et puis de toute façon, nous sommes désormais sous Trump 2, donc je crains que les débats et les priorités pour l'OTAN soient d'un autre ordre que de l'expansion vers l'Indo-Pacifique, je dois dire. Merci. Juste un petit mot sur pour répondre à la question. Je vous en prie. Excusez-moi. Oui, donc je pense que si vous voulez, les nouvelles routes de la soie, moi j'ai toujours pensé que ça n'était pas toute la stratégie chinoise. Il y a une stratégie chinoise qui est très large, qui est une stratégie de puissance, de grande puissance, qui veut arriver à la première marche du podium. Et le Belt and Road Initiative fait partie de cette stratégie. Donc, je pense qu'il faut distinguer d'une part le développement portuaire de la Chine, que ce soit en Europe, où les routes de la soie n'ont pas vraiment réussi, on ne peut pas dire, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, ou dans d'autres parties du monde, ou en Afrique, bien sûr, de la stratégie des routes de la soie, qui est quand même basée sur un certain nombre de facteurs, dont le facteur financier, c'est-à-dire que les prêts chinois à intérêt. Donc c'est le cas du Sri Lanka, etc., en Hambantota notamment. C'est le cas des Maldives, c'est le cas sans doute du Pakistan aussi.
Mais si vous voulez, les Chinois sont pragmatiques sur ce sujet-là, mais bon, ils s'impliquent sur des choses de long terme. Le port du Pirée à Athènes, c'est venu avant d'ailleurs les nouvelles routes de la soie. Ça fait plus de 15 ans qu'ils ont une présence et que cette présence n'a fait que se renforcer. Aujourd'hui, ils ont le contrôle, le port du Pirée à Athènes. Bon, c'est pas forcément, si vous voulez, alors maintenant on peut dire que on peut tout rattacher aux routes de la soie. Moi personnellement, je pense que c'est une stratégie plus globale. Et donc les Indiens, évidemment, qui font du commerce, comme on l'a dit, avec la Chine. Bien entendu, les produits chinois, il faut bien qu'ils arrivent quelque part, donc ils arrivent par voie maritime ou par voie terrestre. Mais je pense que la Chine, l'Inde n'a pas signé en bas de la page pour le Belt and Road Initiative, hein, donc ils n'en font pas partie. Donc si vous voulez, ça vient autrement. Le commerce se développe, on a bien vu pourquoi. Jean-Marc Fenet a très bien expliqué pourquoi on ne peut pas faire des affaires en Inde sans la Chine, quasiment. En tout cas pour ceux qui veulent exporter, pour l'électronique. Mais les routes de la soie, c'est autre chose. C'était presque un concept un peu politique, quand même. Je vous remercie. Monsieur Barjot, vous allez intervenir. D'abord, évidemment, pour remercier nos intervenants pour ces exposés passionnants, je voudrais me permettre de jouer un petit peu le mouche du coche à propos du capitalisme indien et notamment de son capitalisme industriel, en disant que les bouteilles à moitié vides peuvent être aussi des bouteilles à moitié pleines. Et j'aurais tendance à pencher du côté de la bouteille à moitié pleine, parce qu'il me semble quand même que l'Inde a connu un démarrage beaucoup plus tardif que la Chine, c'est à peu près 91, enfin voilà des grandes réformes, qu'avec Modi, l'introduction de la TVA, enfin un certain nombre de réformes structurelles ont quand même eu un effet intéressant. Je vois quand même que l'Inde a une demande de transfert technologique très élevée. C'est bien net si on se tourne du côté du Japon ou de la Corée du Sud, hein, qui ont une stratégie très, très active en direction de l'Inde. Et puis, je noterai aussi que, certes, les entreprises indiennes n'ont pas le dynamisme, l'agressivité nécessairement des entreprises chinoises, mais il y a quand même un secteur public très fort, des entreprises d'État très fortes, qui représentent une part essentielle de la capitalisation boursière en Inde. Et puis à côté, il y a des groupes capitalistes qui certes sont caractérisés par les réseaux de connivence, hein, ça a été bien analysé dans beaucoup de travaux, mais je vois aussi que dans ces milieux de capitalistes indiens, un processus de restructuration est en train de s'organiser. C'est le cas chez Tata, où on voit que on est en train de passer d'une logique conglomérale à une logique de multinationalisation plus proche de ce qui se fait du côté occidental. Donc j'aurais tendance à dire, oui, il y a beaucoup d'écart vis-à-vis de la Chine, mais... Le Japon, c'est cher, hein, 5460. Je ne suis pas sûr, en fait, que la capacité de l'Inde à continuer de rattraper son retard ne soit pas quand même assez évidente. Voilà, c'est un peu d'optimisme. Très bien, je vous remercie. Je voudrais, pour conclure, remercier l'ambassadeur Joanneau d'avoir organisé cette séance que j'ai trouvée absolument captivante, d'avoir recruté pour nous des intervenants aussi passionnants. Et alors, pendant quelques semaines, c'est le général Lang, dans sa qualité de vice-président, qui présidera à ma place. Je le remercie d'avance. Merci.